sommes à la rédaction du quotidien Libération, où se trouve le bureau du correspondant à Paris du quotidien italien La Stampa de Turin. Ce n'est que depuis une petite année que le correspondant de La Stampa est ici, car précédemment, pendant plusieurs années, La Stampa avait son siège parisien auprès du quotidien Le Monde. Donc, vous vous plaisez ici à Libération, Alberto Mattioli? Mais vous voyez, c'est très beau, on a une vue dégagée sur Paris qui est charmante, et donc on y est très bien, en effet. En plus, si vous regardez autour de vous, il y a la ville à vos pieds, et c'est toujours charmant. Oui, en effet, c'est vrai que nous avons une vue imprenable sur Paris. De tous les côtés, on peut admirer un panorama exceptionnel. Vous êtes le correspondant du quotidien de Turin, donc une ville qui est peut-être culturellement et géographiquement la plus proche de la France. Ah ben, c'est sans doute la plus française des villes italiennes. Et en plus, j'aime toujours dire que nos lecteurs sont beaucoup plus proches vraiment d'un point de vue culturel de Paris que de Rome. Et donc il y a une longue tradition d'intérêt du Touran pour la France, un intérêt qui n'est pas seulement culturel mais aussi économique. Par exemple, il y a l'enjeu très important pour nous de la ligne à grande vitesse Lyon-Touran, qui sera vraiment un ouvrage très important pour l'ensemble de l'Italie, mais surtout pour la région du nord-ouest, et donc pour la région de Touran. Il y a des échanges économiques, culturels qui sont très, très importants. Et en plus, en général, il y a un intérêt vraiment de nos lecteurs pour ce qui se passe à Paris. C'est une sorte de tradition qui dure pendant des siècles, depuis des siècles. Je rappelle à nos ascoltateurs que jusqu'au XIXe siècle, la langue de la société des Tourans était le français. Le comte de Cavour ne parlait que le français. Et le dialecte. Et le dialecte, mais la correspondance, en effet, c'est en français. Ça fait un peu bizarre pour quelqu'un qui a réunifié l'Italie, mais il n'était jamais descendu plus au sud de Florence. Et donc, il connaissait beaucoup mieux Paris ou Londres ou Genève que l'Italie. Voilà, La Stampa est le troisième quotidien généraliste italien après le Corriere della Sera et La Repubblica. C'est un journal bien diffusé au Piémont, mais aussi ayant une diffusion nationale et un intérêt bien spécifique pour les affaires étrangères. Oui, ça c'est une vieille tradition de mon journal. Il faut toujours rappeler qu'il s'agit depuis longtemps, plus d'un siècle, d'un quotidien qui est propriété du groupe Fiat, le plus grand groupe industriel italien. Et donc, traditionnellement, c'est dans son identité une très grande attention à ce qui se passe à l'étranger. C'est une vieille tradition qu'on est vraiment très intéressé à garder, car l'aspect peut-être le plus charmant, le plus inusuel, le plus particulier de ces quotidiens, c'est d'être très enraciné dans sa région, dans sa vie, mais en même temps d'avoir une ouverture sur le monde qui n'est pas tellement habituel parmi le média italien. Quels sont les sujets français qui intéressent davantage les lecteurs turinois et de toute manière les lecteurs de la Stampa? Et je trouve par rapport à ce qui se passe avec les autres quotidiens, il y a beaucoup plus d'intérêt pour tout ce qui est culture, spectacle, société, disons la deuxième partie du journal. Et bien sûr, on doit couvrir l'actualité économique ou politique, et il y en a eu beaucoup depuis que je suis ici, depuis le janvier 2011. Donc il y a eu la guerre de Libye, la crise des émigrés, la crise italo-française à propos des émigrés, il y a eu les élections présidentielles, etc. Ce sont tous des sujets qu'on a traités, qu'on a suivis, qu'on a couverts, mais
Je crois que pour nos lecteurs, dont il y a beaucoup de gens qui ont une résidence secondaire à Paris, dont il y a beaucoup de gens qui vont passer le fin de semaine à Paris, dont il y a beaucoup de gens qui lisent le français, tout ce que c'est la culture, le spectacle, la société française, dans le sens plus large du terme, a au moins le même niveau d'intérêt que les hard news de la politique ou de l'économie. La politique politicienne intéresse de moins en moins, y compris la politique intérieure, nationale. Ne parlons pas de la politique politicienne d'autres pays. En effet, c'est logique qu'il y ait une baisse d'intérêt pour les moindres manœuvres politiciennes. Je me souviens, sur les quotidiens italiens, autrefois, il y avait pour chacune des grandes capitales européennes le petit pastone, ce que nous appelons, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à chaque jour, il y avait la petite synthèse de ce que la droite et la gauche s'étaient échangés en termes de polémique interne, de, je sais pas, le résultat d'un vote parlementaire, etc. Cela, franchement, intéresse moins. Ouais, mais c'est bien naturel. Je trouve que nos lecteurs soient fatigués par la politique italienne et donc c'est difficile de leur proposer aussi celle d'un pays étranger. Je crois que le secret, en écrivant de la politique française, c'est toujours entre guillemets, de l'italianiser un petit peu. Donc l'important, ce n'est pas de dire au lecteur italien tout ce qui se passe en France, mais c'est très important de lui expliquer pourquoi certaines actualités politiques en France est importante pour les Italiens même. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique intérieure. Aujourd'hui, la politique intérieure est faite au niveau européen. Donc, par exemple, la victoire de François Hollande, c'est intéressant pas justement pour le changement qui a apporté à la politique française, mais plutôt pour le reflet, les conséquences qu'elle a eues et qu'elle aura sur la politique européenne de la France et donc aussi sur le destiné politique économique de la zone euro, de l'Italie, etc. En plus, je crois qu'il faut toujours essayer de personnaliser le récit de la politique, alors qu'on est dans une époque où la personnalisation de la politique est très importante. Et en cela, je dois dire, Nicolas Sarkozy faisait beaucoup plus l'affaire que François Hollande. Il était beaucoup plus flamboyant, plus pittoresque, plus actif, alors que François Hollande, c'est plutôt un homme politique très posé, très réfléchi, très calme par rapport à Sarkozy. Bon, par rapport à Sarkozy, tout le monde est très calme, en effet. Bien sûr. Là, on vient de dire que la politique quotidienne intéresse moins, mais il y a des événements qui sont marquants. Et là, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir, depuis votre observatoire, quelle est la perception française de ces récentes élections italiennes. Alors moi, je passais au moins 3 jours depuis le lundi fatal des résultats électoraux italiens. Je passais presque 3 jours à la télé française pour essayer d'expliquer aux Français, dans une parfaite mauvaise foi, car moi-même, je n'avais pas exactement compris ce qui s'est passé en Italie. Et donc, le verdict est très simple, et la leçon qu'il faut tirer d'un point de vue du journalisme, c'est que expliquer la politique italienne aux Italiennes est très difficile, il est presque impossible de l'expliquer aux étrangers. Vraiment, j'avais des interlocuteurs qui vraiment ne comprenaient pas. Et alors vraiment là, il faut toujours se référer à des expériences qu'ils connaissent, car appartiennent à la politique, à l'histoire politique française. Donc pour expliquer par exemple les étranges mécanismes constitutionnels italiens, il faut faire référence à la 4e République. Pour expliquer un phénomène comme celui de Beppe Grillo, de ces petits grillons, il faut faire référence à Pierre Poujade plutôt qu'à Coluche, etc. Mais vraiment, il est quand même très difficile pour les étrangers, et les Français en particulier, de comprendre notre politique. De toute manière, on arrive peut-être par ce biais
à s'approcher d'une explication, mais on n'arrive pas à épuiser le fond du problème. Ouais, je suis Parce que, d'accord. par exemple, quand vous parliez de la comparaison entre la constitution italienne et la constitution française, oui, vous pouvez évoquer la 4e République, mais les pouvoirs du président de la République italienne actuelle sont plus importants que ceux du président français de la 4e République. Je suis Par d'accord. exemple. Oui, oui, je suis d'accord, mais il faut toujours avoir à l'esprit que l'Italie, la situation politique italienne sort d'une histoire qui est très compliquée. Et très différente, de celle de la France. Donc, je crois que celle-ci soit la vraie difficulté pour le Français. C'est-à-dire que pour comprendre la politique italienne, il faut toujours avoir à l'esprit l'histoire italienne, qui en effet n'est pas tellement connue, car peut-être de la civilisation italienne, ce sont des autres aspects qui sont mieux connus et qui intéressent de plus les étrangers. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, lourde tâche d'essayer de faire comprendre la politique italienne, et notamment ces dernières élections qui sont particulièrement bizarres, difficiles à déchiffrer, même pour nous Italiens. Considérons que Alberto Mattioli est un correspondant assez spécial dans la mesure où il est appelé à couvrir l'ensemble des actualités du pays où il se trouve, en l'espèce la France, mais sa formation est très très spécifique. Il est un journaliste musical. Son métier de base, c'est la musique. Classique en plus. Classique. Donc, non, mais en effet, ça c'est un choix qui a beaucoup frappé dans le milieu très, très restreint, bien évidemment, des journalistes italiens. Et je crois que ce soit très rare qu'il soit nommé correspondant à l'étranger quelqu'un qui sort du journalisme culturel en général. Mais ça, c'est un pari que je trouve très intéressant, et du reste, le choix du directeur de la Stampa, Mario Calabresi, a été vraiment en ce sens. J'espère que de ne scandaliser pas mes auditeurs français, mais l'idée, c'est que, en effet, aujourd'hui, les destinées du planète, du monde, ne se décident plus à Paris, non plus qu'à Londres ou à Berlin. Alors, tandis que les rôles de l'Europe sur l'échiquier géopolitique du monde s'effondrent, alors peut-être le rôle du correspondant est moins celui de parler de politique étrangère, de rapports de force, de puissance, etc., et peut-être plus dans une ville comme Paris, bien sûr, qui reste, au contraire de la France, l'un des capitales culturelles du monde, c'est celui de parler justement spectacle. Vous dites au contraire de la France, c'est-à-dire vous avez l'impression que sur le plan culturel, la France est devenue un pays moins important qu'il y a quelques décennies, alors que Paris, la ville de Paris, garde un rôle de carrefour des tendances fondamentales de la culture contemporaine. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute sur cela. C'est-à-dire qu'en effet, si l'on regarde par rapport, je ne dirais pas à la Deuxième Guerre mondiale, mais les années 60-60, le rôle international de la France, qui reste important, bien sûr, il s'agit quand même de l'un des 5 pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'un pays qui dispose encore d'une force de frappe, d'un pays qui dispose encore d'un réseau diplomatique extrêmement étendu, le deuxième au monde après les États-Unis, etc. Mais le poids politique, militaire, économique, démographique de la France n'est plus celui qu'il était il y a un demi-siècle. Ça, c'est évident, je crois, à tout le monde. Mais c'est du même pour le Royaume-Uni, etc. Je me souviens, à l'époque de la guerre en Irak, par exemple, il y avait eu un éditorial sur Le Monde qui, justement, développait cet argument, c'est-à-dire, si cela avait été la Chine au lieu de la France à s'opposer à l'intervention américaine en Irak, les Américains n'auraient pas poursuivi leur politique sans hésiter.
Et par contre, je trouve que même si la culture française est menacée par l'hégémonie planétaire de la langue anglaise, à laquelle peut-être les Français devront se résigner, même s'ils continuent à résister au nom d'une francophonie qui désormais n'a plus le rayonnement qui était le sien il y a quelques décennies. Bon, quand même, à Paris, il y a encore une extrême attention, je crois, mais aussi de la part de Français, de médias, de la société française, vers tout ce qui est culture. Il n'y a pas en Europe un pays, peut-être seulement l'Allemagne, où la culture reçoit cette attention, pas seulement de l'État, de la part de l'État, mais aussi de la part de l'opinion publique. Et ça, c'est très intéressant à décrire à mes lecteurs, car peut-être la France n'est plus l'un des pays guides du monde, mais sa civilisation reste un phénomène intéressant à décrire, à relayer à mes lecteurs. Et notamment pour des lecteurs italiens. Donc le modèle français... Voilà, notamment pour des lecteurs italiens et des Italiens du Nord-Ouest en particulier, comme justement le lecteur de la Stampa. De Turin et du Piémont. Voilà. Donc, presque sans nous en apercevoir, on est arrivé à parler de la France, du travail d'un correspondant en France. Vous savez que la France suscite toujours l'intérêt dont vous parliez tout à l'heure, mais suscite aussi des critiques. Et vous-même avez écrit, il y a quelques semaines, un article que j'ai trouvé fort intéressant, d'autant que c'était écrit d'une manière assez humoristique et cocasse. Donc, il s'agissait d'une entreprise américaine à laquelle le gouvernement français avait demandé de s'occuper d'une grande entreprise française en crise, et finalement, les Américains avaient dit non, ne nous demandez pas ça. Après une étude approfondie, on est arrivé à la conclusion que les Français ne travaillent pas assez, et donc ce n'est pas la peine d'investir chez vous. Quel est votre sentiment après cette polémique? Parce que les syndicats français avaient réagi. Mais il y a eu aussi une réponse du ministre du redressement productif aussi, très virulente. Voilà. Alors, tout d'abord, il ne faut pas prendre trop au sérieux la lettre, cette désormais célébrissime lettre qui a été envoyée par le PDG de Titan, c'était ça la grande multinationale américaine, qui avait été envoyée par le PDG de Titan au ministre du redressement productif. C'était bien évidemment d'une exagération, d'une provocation, même exprimée avec des tons franchement cassants et désagréables. Donc je comprends très bien l'indignation que cela a provoqué en France, mais si vous allez un peu plus loin que l'indignation, vous trouverez que monsieur Taylor, c'était son nom, voilà, n'avait pas tout le tort. Alors c'est le seul pays, la France, où il y a une semaine de travail de 35 heures, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un pays où le verrou de règles, de la bureaucratie, de syndicats est particulièrement résistant aux tentatives de libéralisation. Et donc, je trouve que quand même cette polémique n'a pas été inutile, car même dans cette virulence de ton de l'un et de l'autre côté, elle a quand même touché un aspect que les Français doivent se décider à examiner. Elle a été un peu comme un miroir. Pour conserver aussi, peut-être, pour conserver la compétitivité des produits français. Mais bien sûr, la France, c'est un pays qui a toujours des atouts formidables par rapport à la globalisation. Et l'un de ces atouts, c'est l'excellent savoir-faire de ce entrepreneur, de ces ouvriers, de ces artisans, etc. C'est un pays peut-être où la qualité du travail est encore excellente. La quantité, je ne suis pas sûr. Voilà, donc une polémique peut-être excessive, mais qui aide à
mettre la loupe sur un problème qui existe. Disons que pour une fois, ce qui n'est pas très habituel, le français, les miroirs étaient dévoilés et les Français se sont vus tels qu'ils sont et pas tels qu'ils croient d'être. Alors, pour conclure, nous avons plusieurs occasions de contact très amicaux et je vous ai entendu parler à plusieurs reprises de cette expérience parisienne avec un grand enthousiasme. Alors, quels sont les atouts pour un journaliste italien qui passe une période à l'étranger? Quels sont les atouts principaux d'une période à Paris? L'atout principal est Paris. Moi, j'adore cette ville. Et en plus, c'est pas seulement question d'être fasciné comme tout le monde. S'il y a quelqu'un qui n'est pas charmé pour Paris, ou il n'a pas de cœur, il n'est jamais allé à Paris. Et donc c'est une ville qui vous fascine, qui vous charme, qui vous enthousiasme. Mais ce n'est pas seulement cela, ce que je trouve que c'est aussi une ville qui, même de métropole de grande dimension, qui est très bien gérée, où on peut se déplacer tranquillement, en sécurité, facilement, etc. Et donc, je suis toujours amusé quand mes amis français me disent qu'il faut absolument qu'ils sortent de la vie pour la fin de la semaine, car ils sont stressés, etc. Alors, je les invite à passer une semaine dans le trafic de Milan ou de Rome pour voir vraiment ce que c'est être stressé par une métropole, bien que plus petite que Paris. Voilà. Merci. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.